Bonjour Rachel Fort-Pardo. Bonjour. On commence avec les propos du président de la République. Hier soir, il a insisté sur la solution à 2 États nécessaires après la guerre entre le Hamas et Israël et sur le fait que la création d'un État palestinien n'était pas la bonne réponse aujourd'hui à la guerre. Il faut un processus, a-t-il déclaré, mais avec qui, dans combien de temps ? Alors, la position de la majorité sur cette question est claire et la prise de parole hier du président de la République s'inscrit dans la continuité de ses précédentes prises de parole, c'est-à-dire d'abord une condamnation formelle des actes terroristes de ce qui est le pire massacre antisémite du XXe siècle, XXIe siècle, qu'est l'attaque du 7 octobre. Ensuite, la libération des otages et un cessez-le-feu. Et dans un second temps, évidemment, la reconnaissance d'un État palestinien qui puisse permettre d'avoir à la fois des Israéliens et des Palestiniens qui vivent chacun dans leur État avec la sécurité et la paix. On en a beaucoup parlé cette semaine, l'annulation de la présence israélienne au salon Eurosatory. C'est quelque part un précédent qui est créé, une forme de rejet de boycott d'Israël. Est-ce que vous ne craignez pas que ça puisse renforcer aussi quelque part, notamment ce mouvement dans les universités qui appelle au boycott académique des universités israéliennes ? Alors je ne le crains absolument pas. D'ailleurs, la position de la majorité a toujours été d'être très ferme face au boycott, face au blocus des universités. À chaque fois, il a été mis fin au blocus, si bien qu'aucune université n'est restée bloquée sur plusieurs jours, avec une certaine fermeté. Et aussi, il y a eu un discours, une prise de parole hier du président de la République à nouveau, qui était de rappeler, de condamner toutes les formes d'actes antisémites qui pourraient être manifestés. Et je rappelle que la France est le seul pays au monde à avoir consacré un hommage national à ses compatriotes qui sont décédés le 7 octobre. Justement, l'augmentation des actes antisémites depuis le 7 octobre. Il a déclaré, le président de la République hier soir, nous serons implacables face aux actes d'antisémitisme qui ont augmenté de manière absolument inexplicable, inexcusable et inacceptable. L'explication, est-ce que c'est pas en partie l'instrumentalisation de cette guerre entre Israël et le Hamas par l'extrême gauche notamment ? Oui, je crois que l'instrumentalisation de la cause palestinienne, des fins électorales, notamment par l'extrême gauche, joue un rôle dans cette explosion des actes antisémites. En tout cas, c'est le ressenti de 92% de la communauté juive, d'après un sondage réalisé par Le Point. Je crois que c'est important de dire ce qu'il en est. Il y a quelques jours, on entendait Jean-Luc Mélenchon encore dire que l'antisémitisme était résiduel, minimiser ce qu'est l'antisémitisme. Pourquoi faire ? Pourquoi dit-il cela ? Qu'est-ce qu'il veut nous dire ? Que c'est pas important ? Que ça n'a pas d'importance ? Et moi, je crois qu'il faut être très vigilant parce que quand on donne de tels propos, Jean-Luc Mélenchon, en réalité, il contribue à exciter encore un peu plus la haine antisémite en disant finalement à ceux qui commettraient ces actes que ce ne serait pas si grave. Justement, cette enquête du Point qui précise aussi que 57% des Juifs interrogés sont prêts à quitter la France en cas d'une victoire de la France insoumise. Est-ce que concrètement aussi vous représentez la majorité présidentielle ? Il n'y a pas une urgence à lutter différemment contre l'antisémitisme en France ? Je suis convaincue qu'il faut absolument continuer à montrer à la communauté juive, et c'est ce que fait la majorité présidentielle, qu'en fait, on ne transigera rien, on ne laissera jamais l'antisémitisme se répandre sans réponse. Et je crois qu'à chaque fois, les réponses ont été fermes. Il y a eu des circulaires adressés au parquet. Il y a eu un renforcement de la présence des forces de l'ordre devant les lieux communautaires de la communauté juive. Tout ça montre que la majorité se tient aux côtés de la communauté juive. Maintenant, il faut en effet continuer à enseigner davantage peut-être ce qu'est la Shoah. Quand on voit les chiffres, quand on voit combien sont les jeunes à ne pas savoir ce qu'il s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a quelque chose d'inquiétant et peut-être que ça a quelque chose à voir avec ce retour de l'antisémitisme décomplexé aujourd'hui. Autre sujet important de cette campagne des élections européennes, l'Ukraine. Plusieurs mesures annoncées hier soir. La cession de Mirage 2000, former et équiper 4500 soldats ukrainiens et créer une brigade française même en Ukraine. Est-ce que le soutien à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, pourquoi votre liste y est favorable ? Est-ce que ça n'a pas l'air un peu symbolique face à toutes ces actions sur le plan militaire notamment ? Alors, la liste de la majorité présidentielle est favorable à ce qu'un jour l'Ukraine rejoigne l'Union européenne, mais pas à n'importe quelles conditions. Il est certain que l'Ukraine a un destin européen, parce que c'est en partie pour défendre nos valeurs, ces valeurs européennes, que l'Ukraine est aujourd'hui attaquée par la Russie. Donc l'Ukraine a un destin européen. Maintenant, le moment où l'Ukraine nous rejoindra effectivement, ce n'est pas tout de suite, ça prendra du temps. Il faudra que l'Ukraine se mette aussi aux normes de l'Union européenne, notamment sur différents aspects sociaux, économiques. Donc tout ça s'inscrit dans un temps long et nous accompagnerons l'Ukraine dans ce processus. On célébrait hier les 80 ans du débarquement en Normandie. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'elle n'a rien à voir, cette Europe, avec cet idéal qui a été celui de la libération de la France et qu'aujourd'hui, il y a les extrêmes droites qui montent beaucoup en Europe notamment, et la Russie qui était d'ailleurs pas invitée hier par Emmanuel Macron? Écoutez, je ne crois pas que l'Europe d'aujourd'hui ait rien à voir avec l'Europe auquel aspiraient ceux qui l'ont créée il n'y a pas si longtemps finalement. Je crois que l'Europe, c'est un miracle politique, il faut le rappeler. Il y a 80 ans, on se faisait la guerre et depuis 80 ans, sur notre sol, on connaît
incarner la paix. C'est précieux. La démocratie, la liberté, la paix, c'est des biens précieux qu'il ne faut pas mépriser, négliger, mais qu'il faut sans cesse protéger. Par contre, ce que je crains, c'est qu'en effet, demain, peut-être ce ne soit plus la même Europe. Et là-dessus, je veux rappeler l'importance de ce scrutin de ce dimanche 9 juin, qui est un scrutin à un seul tour. Et je le rappelle, le risque, c'est que demain, il y ait un contingent d'extrême droite tellement important au Parlement européen qu'en fait, l'extrême droite, qui est anti-européenne, disons-le, puisse constituer une minorité de blocage et puisse bloquer notamment l'avancée dans la construction européenne et puisse bloquer certains actes majeurs de l'Union européenne et notamment le soutien à l'Ukraine face à la Russie. C'est une alerte en effet que Valérie Ayé, que Gabriel Attal, qu'Emmanuel Macron ont beaucoup répété ces jours-ci. Pour vous, pour votre majorité, est-ce que ça veut dire concrètement si cette tendance de Jordan Bardella, qui est aujourd'hui à 32% d'intention de vote dans les sondages, se confirme dans les urnes dimanche ? Écoutez, on verra ce qui se passera dans les urnes dimanche. En effet, il y a cette tendance, l'extrême droite est en tête et nous la combattrons sans relâche. C'est aujourd'hui la dernière journée de campagne, alors je prendrai mon temps de parole ici pour rappeler pourquoi c'est important d'aller voter dimanche. Pourquoi en fait on ne peut pas se dire qu'en fait c'est un vote sanction ? Pourquoi est-ce que certaines personnes disent qu'aux européennes, on pourrait, je sais pas, voter, se faire plaisir, voter pour le parti qu'on voudrait, pas faire de vote utile ? Parce que certaines personnes se disent encore trop souvent que c'est pas si important, les élections européennes, que le Parlement européen, on sait pas trop ce qui s'y passe. Mais je veux quand même rappeler quelques petites choses. C'est que ces 5 dernières années, l'Union européenne nous a protégés. C'est grâce à l'Union européenne qu'on a eu le vaccin, c'est grâce à l'Union européenne qu'on a eu le plan de relance, et c'est grâce à l'Union européenne qu'on soutient l'Ukraine. Et ça, il faut pas l'oublier. Valérie Ayé, qui était hier soir en meeting à Nice avec notamment Édouard Philippe, Christian Estrosi et Renaud Muselier, tous anciens Les Républicains. Est-ce que l'avenir de cette majorité présidentielle, dont le nombre de députés européens est appelé à se réduire au Parlement européen, est-ce que cet avenir, il se fait donc avec la droite ? Il pourrait donc se faire avec la droite ? En tout cas, moi, j'espère qu'à l'avenir, la majorité présidentielle réussira à rester unie, notamment dans les échéances électorales à venir. J'espère que la majorité présidentielle sera en capacité aussi d'offrir une suite politique, évidemment, pour les prochaines années. En tout cas, moi, j'essaierai d'y contribuer du mieux que je pourrai. Dans votre programme, vous prévoyez d'investir 100 milliards d'euros pour le réarmement, je cite, au niveau européen. Est-ce que c'est ça pour vous la clé aujourd'hui qui permette à l'Union européenne, dont les gens ont l'impression qu'elle ne les protège pas, de peser face à la Russie, la Chine notamment ? En fait, je crois que ce qui est crucial, déterminant, c'est qu'on soit indépendant dans notre défense. On a beaucoup compté sur les États-Unis qui sont des alliés, mais dont l'avenir est incertain. En novembre prochain, il y a des élections présidentielles aux États-Unis et peut-être que Donald Trump sera élu. Et on connaît bien les positions de Donald Trump sur l'OTAN. Donc je crois que l'urgence, c'est de garantir notre capacité de défense à nous, en indépendance. Et c'est l'enjeu de ce plan de financement massif pour la défense européenne. Un autre enjeu, en tout cas ce qui est dans votre programme, c'est instaurer une majorité numérique à 15 ans, imposer le contrôle parental par défaut. Est-ce que l'Europe concrètement peut permettre ça et est-ce que ça peut permettre d'endiguer aujourd'hui tous ces mécanismes de fausses informations, notamment qui se répandent beaucoup sur les réseaux sociaux ? Vous savez, le sens de mon engagement dans cette campagne, c'est parce que ça s'inscrit dans le prolongement des combats que je porte comme avocate, comme militante. Et il y a notamment cet enjeu de la régulation numérique. Parce que oui, un des enjeux de ces élections, c'est de se donner la capacité demain de construire un ordre public numérique démocratique européen. La seule échelle à laquelle on peut prétendre réguler l'espace numérique, c'est bien l'Union européenne. C'est à 27 qu'on peut peser face à ces géants et c'est aussi l'un des enjeux de ce scrutin du dimanche 9 juin. Dernière question, Rachel Fleur-Pardo, sur l'abattage rituel. Valérie Ayé a déclaré dans une vidéo sur Vatican avec Hugo Clément qu'elle était personnellement pour l'interdiction de l'abattage rituel. Est-ce que demain, au Parlement européen, c'est ce que les députés de votre liste porteront ? Je vais être très claire, la position de la majorité à ce stade, c'est de ne revenir sur aucune législation concernant l'abattage rituel. Merci beaucoup Rachel Fleur-Pardo, candidate aux élections européennes sur la liste de la majorité présidentielle de Valérie Ayé, d'avoir été notre invitée sur RCJ. Merci.